quand tu as un film, dès sa première scène, sort encore une fois de ses cahiers des charges pour nous proposer quelque chose d'audacieux, fait par un Français en plus, mais on en parlera dans la partie spoiler, quand ensuite, la seconde scène, tu as un putain de plan séquence, je pense aussi à un autre plan séquence, vers la fin, excellent, même si bon, il y a des petits cuts, mais je veux dire, le raccord, tu le vois pas, par rapport à certains mouvements de caméra, c'est plutôt fluide. Quand ça te propose d'autres messages, heureusement, différents du premier, comment on peut bâcher un tel film? Oui, une prolongation du premier, soi-disant maladroite, et pourtant, moi je préfère, très clairement, un film comme ça assez décevant, oui, mais qui t'offre quand même quelque chose qui s'éloigne, je me répète, de 95% de ces mêmes cahiers des charges, putain, je préfère me taper ça que ces putains de films qu'on se bouffe depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ça ne vaut pas un bashing pareil. Camarades, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour un avis subjectif concernant Joker Folie à 2. Je dis bien avis subjectif car comme j'en avais parlé il y a plus d'un an, j'ai de plus en plus de mal à livrer des critiques. Puisque sur YouTube, chacun y va de son petit avis, de sa petite critique, sa fameuse pensée unique. Moi aussi, j'en fais partie, mais ça me casse les couilles. Mais là, dans tous les cas, je me dois d'intervenir parce que ce que je vois, qu'est-ce que c'est que cette absence de nuance? Oui, ce film est en dessous du premier, ça c'est clair et net. Mais malgré tout, il se fait défoncer à un point. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ça me fait penser à certains commentaires grand public qui tiennent en une ou deux phrases qu'on a pu retrouver sur le premier Joker ou sur Andor. Quand tu as quelque chose qui s'éloigne de 95% de ces putains de cahiers des charges de merde, des Marvel Studios, DCU, Star Wars et mes couilles, ça se plaint, putain, photographie, étalonnage, sound design, s'il vous plaît, entre autres, réalisation, et on chie dessus? Oui, la réa, très clairement, est décevante. Todd Phillips, qu'est-ce que tu as fait? J'ai énormément de choses à dire aussi en point négatif, mais ça ne vaut pas ce bashing-là. Qu'est-ce qui se passe, putain? Qu'est-ce qui se passe? Même une partie des cinéphiles s'y mettent. Alors là, attention, de toute façon, c'est pas la première fois que les cinéphiles me cassent les couilles. Une poignée de cinéphiles, pour une fois que ce n'est pas le grand public qui me gave. Je parle bien sûr des haters de Nolan, sachant que moi-même, je ne suis pas non plus un gros fanboy, je reconnais volontiers les défauts du gars, que ce soit en tant que réalisateur et surtout scénariste, malgré quelques-uns de ses concepts qui sont assez dingues. Donc voilà, je vais vraiment parler de ces haters. Je ne comprends pas en fait cette espèce d'animosité, cette espèce de, comment dire ça, d'avalanche, vraiment de négativité sur ce mec, sachant que nous sommes quand même dans une ère où les blockbusters depuis plus d'une quinzaine d'années se ressemblent, appliquent souvent les mêmes cahiers des charges. Vous savez que c'est quelque chose qui me gave, ce gros problème de ce nouvel entertainment. Mais alors pourquoi critiquer un mec comme lui qui se casse le cul, qui est peut-être un petit peu prétentieux, mais qui ose des choses, qui fait partie de ces, je dirais, rares réalisateurs maintenant à vraiment défendre le cinéma sur pellicule, qui tente de faire le moins de CGI possible, parce que ça ne date pas d'Oppenheimer. Si vous connaissez bien sûr le réalisateur, vous savez. J'essaie de comprendre, mais j'arrive pas en fait. Je trouve pas vraiment la réponse. C'est quoi? C'est un ensemble de choses. C'est juste le fait que, je sais pas moi, ces personnes-là sont fans de réalisateurs qui sont beaucoup moins encensés, mais ça au cas où c'est normal, puisque le gars est apprécié d'une partie des cinéphiles, mais en même temps d'une partie du grand public, puisqu'il tourne dans des blockbusters. Parce que si c'est ça les gars, vraiment, faut se poser des questions. Moi par exemple, je suis fan de Nicolas Winding Refn. Alors je pense, même parmi la communauté cinéphile, on est vraiment un cercle fermé, ses admirateurs à Refn, et on ne va pas gueuler pour autant. Enfin, peut-être que ce n'est pas ça, mais j'essaie vraiment de trouver une réponse en fait. Et encore une fois, je ne parle pas des personnes qui critiquent objectivement. Non, non, vraiment cette petite poignée de haters. Quel est le problème? Surtout que le gars tente d'innover certaines choses au fil de ses films. Il suit son propre mood, et c'est très bien comme ça. Surtout que c'est un mood, on va dire, artistique. Je pense par exemple à l'utilisation du noir et blanc dans Oppenheimer. Il a très bien pu se contenter de filmer justement son format en IMAX, et ensuite faire le noir et blanc à la post-production, donc au montage si vous préférez, et non, il s'est cassé le cul à créer une équipe pour développer
sa propre pellicule IMAX en noir et blanc. Je veux dire, on en est quand même là. Donc, quel est le souci avec ce mec? Vraiment, je ne comprends pas. Quand tu as un film, dès sa première scène, sort encore une fois de ses cahiers des charges pour nous proposer quelque chose d'audacieux, fait par un Français en plus, mais on en parlera dans la partie spoiler. Quand ensuite, la seconde scène, tu as un putain de plan séquence, je pense aussi à un autre plan séquence, vers la fin, excellent, même si bon, il y a des petits cuts, mais je veux dire, le raccord, tu le vois pas. Par rapport à certains mouvements de caméra, c'est plutôt fluide. Quand ça te propose d'autres messages, heureusement, différents du premier, comment on peut bâcher un tel film? Oui, une prolongation du premier, soi-disant maladroite, et pourtant, moi je préfère, très clairement, un film comme ça assez décevant, oui, mais qui t'offre quand même quelque chose qui s'éloigne, je me répète, de 95% de ces mêmes cahiers des charges. Putain, je préfère me taper ça que ces putains de films qu'on se bouffe depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ça ne vaut pas un bashing pareil. Vraiment, ça me casse les couilles. Je ne comprends pas. Vous êtes sérieux ou quoi, là? Nous avons une satire pourtant plus poussée que le premier, moins efficace, certes, c'est beaucoup moins fédérateur que le premier, mais nous avons une satire, nous avons une critique, ça pointe du doigt les relations parasociales, ça pointe du doigt ces femmes hybristophiles de merde. Hybristophiles, si vous ne connaissez pas, par exemple, prenez Nordal Lelandais, donc, qui a été père de famille, voilà, par cette meuf qui s'est fait défoncer par lui dans le parloir. Il y en a beaucoup, de ces groupies vraiment tarés. Ça pointe du doigt ces nombreuses, trop nombreuses d'ailleurs, adaptations qu'on peut voir entre autres sur Netflix, où on fait de ces putains de tueurs en série et autres tueurs tarés, etc., des personnages principaux sans forcément penser à ce que ça peut faire sur les familles, sans penser justement au traumatisme. Et d'ailleurs, ma scène préférée du film, c'est une scène qui fait état de traumatisme à travers une victime, ou plutôt un témoin. Très intéressant. Putain, ça, beaucoup l'oublient. Et les psychopathes et compagnie, bien sûr, ça, ils s'en battent les couilles, mais c'était extrêmement important, putain, de le rappeler. Ne serait-ce que pour ces 2 minutes de dialogue et d'acting, ce film mérite d'exister. On n'y pense pas assez. Non, on se masturbe beaucoup trop. Ça pointe du doigt aussi, du coup, ce sensationnalisme, cette course au sensationnalisme par les spectateurs, mais aussi par les journalistes. Forcément, franchement, putain, ce film, malgré tout, fait du bien. Ouais, oui, j'ai été déçu. Très clairement, vraiment. Todd Phillips, putain, est-ce que tu as encore tes mêmes optiques vintage du premier? Je me demande. Tu aurais dû beaucoup plus jouer avec la focale, avec les profondeurs de champ. Il y a certaines scènes, vraiment, certains cadrages, vraiment, avec l'optique, qu'est-ce que t'as foutu? Avec, vraiment, la mise au point. Je comprends pas, en fait. Parfois, c'est trop lisse. Parfois, tu as trop de plans larges aussi. Parfois, une réalisation un peu trop conventionnelle. Surtout pour un tel propos. Pourquoi tu n'as pas été aussi loin que le premier? Normalement, tu aurais dû le dépasser. Moi, ce qui me fait mal au cul, ce qui me fait le plus mal au cul, c'est ce budget de 200 millions. Forcément, on s'en doutait. Quand tu passes d'un budget de 50 millions à quelque chose qui avoisine les 200 millions de dollars, même si, bien sûr, il y avait un budget beaucoup plus grand pour Phoenix, un budget pour Gaga, oui, mais non. Non, même pour certains tableaux musicaux, putain, ces 200 millions de dollars, ils sont passés où? S'il te plaît, même si je peux comprendre le parti pris de faire des tableaux musicaux, j'ai pas envie de dire en 2D, mais qui se déroulent juste sur une scène. Tu joues encore une fois avec cette thématique, forcément de showman, parce que le Joker a toujours voulu se montrer, c'est comme ça dans les comics, mais là du coup, tu appuies encore plus ce propos, tu poursuis, et bien aussi cette thématique de scène, forcément, de stand-up, etc., comédie ratée, d'ailleurs c'est une bonne prolongation pour moi du premier, tu retrouves pas mal de personnages, du premier encore une fois, non pour moi c'est une belle prolongation. Une prolongation correcte qui ne mérite pas de se faire autant défoncer, même si oui, le premier se suffit à lui-même. Et je pense que les personnes les plus intelligentes sont... j'en ai vu des commentaires. Moi, je n'ai pas envie de voir le 2 parce que le 1 se suffit à lui-même. Je n'ai pas envie de me gâcher. Je comprends. Très bien. Vous avez raison.
Mais non, malgré tout, en plus, il y a une fin que beaucoup, hein, les pleureuses, franchement, se plaignent de ça. Non, moi, cette fin, putain, je l'ai trouvée satisfaisante. Là aussi, on va en reparler. Concernant le sound design, putain, très très bon, ça fait du bien. Il y a un énorme taf, à part pour 2 scènes. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors pour la première scène, bah justement, c'est vraiment l'introduction. Là, je pense que je peux comprendre. Par rapport à ce qu'il y a, je peux pas spoiler, vraiment. Allez voir le film, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup. Ah bah non, bah du coup, j'ai pas envie de le voir. Oui, je peux comprendre déjà, si c'était pas très chaud, et avec toutes les critiques, de ne pas avoir envie de se déplacer. Mais putain, faites-vous votre propre avis. Ne vous fiez pas à toutes ces autres critiques, ne vous fiez pas d'ailleurs à mon avis. Non, non, c'est important de faire son propre avis, putain, développe ton esprit critique, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe là? Si je devais pointer un autre point noir du film, c'est la composition musicale de Hildur Guðnadóttir. Qu'est-ce qui se passe là? C'est comme pour la réalisation de Todd Phillips, très clairement en dessous du premier. Alors oui, c'est intéressant de réentendre certains thèmes, de nouveaux thèmes également, mais non, 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 là, tu es vraiment en dessous de la première composition. Pourquoi? Pourquoi, surtout quand vous avez un budget de 200 millions de dollars, on était en droit en tout cas d'en attendre plus, ça ne va pas ça. Là je suis d'accord, je rejoins les critiques, même s'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la composition musicale, t'as l'impression qu'en fait ça parle juste du scénario et basta. On s'en bat les couilles de la photographie, des valeurs de plan, on s'en bat les couilles, c'est juste, voilà, on pose une caméra, voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Non, 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 c'est comme pour Star Wars par exemple, beaucoup encensent les mères de Star Wars, non, ce n'est pas le fait que juste de poser une caméra, de mettre un Pékin dans une armure de Mandalorien, avec, sinon, un sabre laser, et basta, c'est trop bien. Non, non, un film, c'est un tout, bordel de merde. C'est ça qui me fait chier encore une fois. L'absence de nuances dans les critiques négatives. Sinon, je comprends. Il y a eu des critiques négatives que j'ai lues, très bien construites, il n'y a aucun souci. Aucun souci quand c'est construit, j'ai toujours dit sur cette chaîne, qu'on apprécie ou pas une œuvre, l'esprit critique, les arguments, c'est important. Vraiment, ça ne peut pas tenir en 2 seules lignes, ce n'est pas possible. Surtout pour le taf fourni sur ce film encore une fois supérieur à toutes les autres productions, blockbusters, de merde, toujours les mêmes moules, les mêmes cahiers des charges. Ouais, je me répète, et alors? Là, franchement, putain, on a un parfait exemple, encore, d'un film. Oui, encore une fois, en dessous, mais putain, qui se démarque, qui est pourtant, ne serait-ce qu'avec sa photographie, il est au-dessus. Il est au-dessus de la majorité des adaptations de super-héros, putain. Et moi, encore une fois, je me répète, mais je salue les messages. Vraiment, concernant le côté musical. Moi, j'étais vraiment hypé, justement. Là, on sort vraiment de tout ce qu'on a pu voir. C'est intéressant, c'est couillu, c'est osé. Et en plus, une prolongation, finalement, du premier. C'est-à-dire que quand Arthur se révélait vraiment, quand il se sentait vraiment bien, ne serait-ce qu'avec le premier meurtre, même si on l'a vu aussi ensuite dans le film, là c'est entre autres dans les escaliers, c'est quand il se mettait à danser. Donc là c'est une prolongation en fait de cette scène, tu danses et tu chantes aussi, même si comme vous l'avez vu, hein, c'est pas un spoiler, vous l'avez vu dans le trailer, c'est aussi une thérapie, ça part de là en fait, très intéressant. Et donc, le choix des chansons, excellent, tu poursuis ce qui nous avait été montré dans le premier, je parle l'utilisation des chansons qu'on entendait dans le premier, quand Arthur regardait la télé, entre autres, le fameux That's Life, voilà, qui est d'ailleurs réutilisé. Merci, voilà, on continue ce répertoire jazz, blues, on va un petit peu plus loin, par moment, aussi bien dans le choix d'une chanson, et dans la mise en scène, ce côté années 70-80, très intéressant, ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, ça sert de propos, même si je peux comprendre, pour certains, ça peut être répétitif, parce que tu as un propos, donc une scène parlée, et ensuite tu as cette chanson qui appuie encore une fois ce propos, mais non, moi j'ai apprécié surtout, putain, une chanson française, merci, merci, et heureusement qu'il ne l'ait pas chanté en français, il dit juste une ligne en français, heureusement, sinon avec son accent, enfin voilà, on sait très bien, les Américains qui ne parlent pas français, c'est plutôt dégueulasse, donc c'est bien d'avoir regardé cette version anglaise, ce fut un plaisir pour moi l'utilisation des chansons, leur arrivée, même si je peux comprendre combien de fois j'ai entendu souffler dans la salle, je peux comprendre que ça casse un certain rythme, ça je peux comprendre vraiment, il n'y a pas de souci, mais c'est un parti pris que j'apprécie, encore une fois, on s'éloigne de beaucoup de choses, déjà vues et revues, ça fait du bien. Concernant l'interprétation de Gaga,
Alors moi, très clairement, en tant que chanteuse, je m'en bats les steaks, ça ne m'intéresse pas, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est juste, elle ne m'intéresse pas. En tant qu'actrice, elle a déjà fait ses preuves, donc là, j'étais curieux. Alors, oui et non. Moi, je n'ai pas envie de la blâmer, parce qu'elle fait le taf. Le problème pour moi, c'est l'écriture. Alors, une écriture intéressante à un moment donné, c'est ce que j'attendais, vraiment, mais tu ne vas pas plus loin. Là, je rejoins aussi les critiques négatives. Sous-exploiter le personnage, putain, c'est dommage parce qu'elle avait un potentiel vraiment très intéressant. Je préfère tout de même voir ça que Margot Robbie, même si Margot Robbie, attention, elle fait le taf. Mais moi, vraiment, je trouve de toute façon, vous le savez, ça c'est vraiment très personnel, le personnage de Harley Quinn insupportable à part dans la première création de Bruce Timm et Paul Dini dans Batman The Animated Series. Sinon le reste, je n'en peux plus. Même dans les comics, ce qu'il est devenu une espèce de Deadpool bis. Moi après, c'est genre d'humour pour geek, je ne suis vraiment pas fan. Voilà. Et je peux comprendre que certains préfèrent Margot Robbie, mais quand je vois aussi, oh mais pourquoi c'est pas Margot Robbie? Putain, tu comprends que c'est un Elseworld, merde, s'il te plaît. Quand même, sois pas si con. Donc là, intéressant mais pas s'exploiter, c'est dommage, vraiment. Enfin voilà, je pense que nous allons passer à la partie spoiler. Je ne mets pas de timecode, parce que écoutez, quand je me casse le cul à faire une vidéo, je n'ai pas envie qu'on regarde seulement 2 minutes, sinon cet avis ne sert à rien en fait. Si tu prends juste 2 minutes de cet avis, il n'est pas complet. C'est une merde cet avis, ça ne sert à rien. Donc démerde-toi, tant pis si tu as avancé, si tu vas te faire spoiler la gueule, bien fait pour toi. Voilà, si tu veux de la consommation rapide, va sur TikTok. Donc concernant l'ouverture, comme je le disais, intéressant, tu prends un Français et pas n'importe qui, Sylvain Chomet, puisque là, ça sort des sentiers battus, putain merci, une séquence animée. Looney Tunes, forcément ils peuvent se permettre, c'est Warner, de réutiliser le logo, de réutiliser le thème musical, qui reprend plus la chanson Slap That Bass que Arthur matait déjà dans le premier. Ça, pour moi, de toute façon, That's Live et Slap That Bass, c'était vraiment mes 2 chansons favorites du premier, donc merci de réutiliser ça. Et en plus, dans cette séquence animée, ça te montre la première thématique qui va être abordée, donc ce fameux trouble dissociatif, vrai ou faux. D'ailleurs, ça fait penser à l'avocate, mais on en reparlera. Très intéressant. Et donc, ensuite, après cette première séquence animée, tu enchaînes avec un plan séquence où tu vois vraiment le quotidien des détenus avec leurs sauts de merde. Ultra intéressant au niveau de la photographie et de la réalisation. Et ça qui me frustre, vraiment, le film n'a pas poursuivi ça. On est en droit d'avoir une patte artistique plus appuyée, puisque putain, on est dans sa tête pour tout ce qui est comédie musicale, donc faut y aller, putain. Sinon, prends exemple, entre autres, sur ce qu'a fait Nicolas Winding Refn dans Bronson. C'est à peu près le même propos. Putain, ça envoyait avec beaucoup moins de budget et quelque chose de un film plus court et plus impactant. Il ne joue pas assez avec la focale. Je pense, par exemple, quand Harley Quinn se maquille. Putain, c'est quoi ce plan large en fait? Tu pouvais pas faire un gros plan? Ça aurait été beaucoup plus intéressant de jouer avec la focale. Tant qu'on a parlé d'Harley Quinn, alors ce costume, donc vraiment made in Joker, qui va très bien à cet univers. On n'en fait pas un costume d'Harley Quinn comme pour Joker. Voilà, ce costume super intéressant, le rouge qu'il y avait dans le premier. Là, tu poursuis ça, mais pour moi, ce n'était pas nécessaire. Ça, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un cahier des charges. Pourtant, non, je pense que c'est vraiment un show de Phillips, mais ça ne servait à rien. On comprend que c'est Harley Quinzel, même si je crois que dans le film, c'est même pas Harley Quinzel, c'est Harley Quinzel, je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie. On comprend que c'est ce perso. En plus, réécrit, t'as pas besoin de lui donner un costume entre guillemets iconique, mais à ta sauce. Non, mais bon, ça c'était que mon avis, même si je peux comprendre par rapport à l'écriture du personnage, par rapport à ce qu'elle veut faire avec Arthur, le soutien, etc. Mais non, t'étais vraiment pas obligé. Par contre, tant qu'on est à parler d'Harley Quinn, putain, j'ai toujours rêvé de voir une scène de baise entre le Joker et Harley Quinn, et nous l'avons. Et nous l'avons en plus forcément de façon réaliste. Là, c'est le Joker de Arthur, c'est pas le Joker des comics. Comme c'est pas la même écriture, et ça c'est intéressant aussi. Harley Quinn, mais je vais y revenir. Donc cette scène de baise, où justement c'est lui qui demande de lui mettre, parce que il sait pas lui, forcément, il est puceau. Intéressant.
Ça dure quoi? Peut-être 15 secondes parce que lui, il vient vite forcément. Il n'a jamais ken. Putain, oui. J'ai apprécié. Peu importe que ce soit réel ou non, j'ai apprécié. C'était pour moi plus que bienvenu. Mais je trouve, malgré tout, que ça manque niveau viscéralité. Je dis ça parce que j'avoue que première fois que j'ai vu la scène, merde, j'en voulais un peu plus. En même temps, tu pouvais pas faire du sexe sauvage comme on s'imagine entre Joker et Harley, non, c'est réaliste. Mais du coup, à viscéralité, j'en voulais plus. Mais Todd Phillips, justement, c'est son propos aussi. Ce qu'il pointe du doigt et ce qu'il critique, donc ce fameux public en recherche de sensationnalisme. Là, il se fout de la gueule du public qui a critiqué le premier, du public qui voulait que Arthur embrasse vraiment ce soi-disant Joker, qu'il devienne le Joker de comics. Non, parce que Phillips prouve que ces personnes-là n'ont rien compris aux propos du premier, et ça fait plaisir. Donc parfois tu t'attends justement à peut-être un peu plus de violence, de viscéralité, et au contraire, il n'y en a pas. Donc ça, j'applaudis. Mais malgré tout, putain, j'en voulais un peu plus. Parfois, j'avais l'impression que c'était Matt Reeves ce qu'il faisait sur The Batman, c'est-à-dire le PG-13 restreint qui plombait parfois The Batman. Bah là, pareil. Ce qui est intéressant dans les 20 premières minutes avec Arthur, putain, c'est que là, en fait, ça reprend The Dark Knight Returns. Vraiment, vous vous souvenez dans The Dark Knight Returns, si vous ne connaissez pas le comics, pépite, hein, forcément, de Frank Miller, où le Joker n'est plus que l'ombre de lui-même, très silencieux, voilà. Il faut qu'il entende de nouveau parler de Batman à la télévision pour qu'il se réveille, dans les comics bien sûr. Et là, tu reprends ça, de toute façon, comme le premier comics, même, enfin le premier comics, le premier Joker, hein, beaucoup avec craché dessus. Ah, c'est pas le vrai Joker. Alors déjà, premièrement, c'est une réécriture, ça fait du bien, les réinterprétations, les Elseworlds, hein, il y en a beaucoup dans les comics, c'est là où on trouve la meilleure qualité. Et donc, ce premier film, pourtant, utilisait très bien les comics, c'est celui qui utilisait le mieux les comics Joker. Déjà, de par son origine de comédien raté qui s'en prend plein la gueule, d'accord, donc The Killing Joke de Alan Moore, le côté social, eh bien, Todd Phillips a beaucoup puisé dans le comics White Knight de Sean Murphy, excellent. La troisième séquence avec le meurtre du perso de Murray, ça a été repris de quoi? Du comics également The Dark Knight Returns. Donc là c'est bien, d'ailleurs je pense aussi à cette fameuse mention dans le second, One Bad Day. Cette fameuse mauvaise journée justement de Killing Joke. Très intéressant. Alors oui, ça paye pas mine, c'est peut-être pas ouf, mais c'est important. Tu continues ça sans non plus plonger dans le fanservice. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un personnage, son nom de famille, c'est Kane, comme Bob Kane. Et ça me fait chier, parce qu'on sait très bien, on a appris au fil de ces dernières années, que Bob Kane, c'était surtout un imposteur. Oui, il a créé Batman, mais pas tout seul, parce que sans Bill Finger, Batman, ce serait juste ça. Finger a énormément apporté à Batman. Et forcément, Finger, eh bien, est mort pauvre, sans considération, tandis que Kane a récolté les lauriers, bien entendu. C'était une sorte de Stan Lee, mais encore plus maléfique, oui, parce que Stan Lee aussi, hein, on l'encense, mais bon, c'était pas tout beau tout rose, comme le montre le fameux documentaire Disney+. Bref, ça, j'en avais déjà parlé dans les archives secrètes des Tortues Ninja. Voilà, ce parallèle Bob Kane, Stan Lee, c'est important. Donc ça me fait chier du coup pour cette utilisation de Kane. Si encore il y avait eu l'utilisation du nom Finger, sauf si dans le premier on avait déjà utilisé ce nom, mais je ne pense pas. Intéressant aussi l'utilisation de Harvey Dent. Voilà, tu en fais un autre Harvey Dent, forcément, heureusement, parce que s'il y en a aussi qui critiquent ça là, non, au niveau de son physique, non, s'il vous plaît. Forcément, forcément, je suis désolé, mais en fait je pense à un autre truc, je vais y revenir. Forcément, tu suis cet autre univers, quel est le problème? Même si bon, oui, ok, on a vu vite fait avec l'explosion, d'ailleurs l'explosion qui m'a cassé les couilles beaucoup trop en CGI, 200 millions ils sont passés où? Pas dans ces effets visuels là, c'est pas possible, là c'était une explosion digne de toutes ces autres adaptations de super-héros, ça m'a cassé les couilles l'explosion. Par contre, heureusement après il y a ce putain de plan séquence qui est arrivé, excellent. Mais donc oui, pour en revenir à Dent, oui, tu vois un petit peu la moitié du visage, bon oui, t'aurais peut-être pu pousser le truc un peu plus loin. Même si, bon, facilité, c'est pour ça que parfois tu te dis, bon, ça aussi, est-ce que c'est réel?
ou non, parce que bon, comme par hasard, il y a que Arthur qui se relève, ils sont quasiment tous morts, bon, à part Dent et quelques-uns, mais aussi voilà, facilité, je pense, à le fameux début d'incendie, où là tu te dis, bon, c'est vrai, ou en fait, non, ça ne s'est pas vraiment passé, parce que c'est beaucoup trop facile, hein. Si c'est vrai, beaucoup trop facile avec les matons et tout, enfin, ils partent beaucoup trop facilement, même si après ils se font choper, bien sûr, parfois, non, c'est vrai que c'était un peu brouillon, par moment. Et oui, donc je rigolais par rapport à... Et bah, au perso de Belloc, c'est un autre Belloc, elle a rien à voir. Un gros blague, donc, qui est détenu, mais hyper intéressant. Lui, le peu que je l'ai vu, il m'a fait triper. Et putain, j'allais oublier de parler. J'allais oublier de parler de Brendan Gleeson. La relation qu'il a avec Arthur, son jeu, putain, son écriture. Bon, en même temps, son jeu, on connaît. Mais aussi, le fait de l'entendre chanter, putain, je ne savais pas, moi, qu'il avait ce talent-là vocal. Franchement, je ne savais pas. Et ouais, lui, putain, plus que bienvenu. Lui, un de mes persos favoris, peut-être même mon second perso favori de ce film-là. Vraiment très intéressant. Donc ouais, merci putain, bon choix, bon cast. Encore une fois, ça fait plaisir et ça fait plaisir aussi de revoir certaines têtes du premier. Il le fallait, de toute façon, prolongation du premier. Peut-être redite, mais non, moi j'ai trouvé intéressant le procès. J'ai trouvé intéressant dans les deux parties, dans ce que ça amenait justement, et puis aussi le fait, putain, de montrer ce qu'est Arthur, vraiment, putain, t'es un con. Enfin, forcément, pas quand il vire son avocate. Putain, là, moi, pour dire que j'étais à fond dedans, parce que je m'étais dit, non, putain, mais non. Mais elle fait tout, cette avocate. Elle fait tout pour toi. Elle le fait très bien. Non, alors après, bon, les conséquences qui en découlent, bien fait pour sa gueule, c'est très bien. Là, c'est une écriture comme ça. Non, on ne retombe pas finalement dans le vrai Joker, puisque la dernière scène au tribunal, il n'est pas avec son personnage de Joker. Ça, vraiment, j'apprécie. Ça veut dire que les personnes, sinon, qui critiquent ça, n'ont rien compris, ne serait-ce qu'au premier film, encore une fois. J'aimerais revenir aussi concernant les chansons, les interprétations. Intéressant. Phoenix, très intéressant parce que ce n'est pas toujours le même timbre de voix, non, il prend une tonalité différente pour chaque chanson, et c'est pas par rapport à, ah bah tiens, vu qu'on utilise un style de chanson ou un registre différent, non, c'est aussi par rapport à comment il est au moment même de la scène, parfois un petit côté plus enfantin, parfois tu joues un petit peu plus avec ce côté rauque, cette voix, surtout la première fois où il chante, putain je crois que c'est ce que j'ai préféré, et c'est ça aussi que je salue. À chaque chanson, t'es pas obligé de faire une mise en scène, non, juste tu te balades dans le même décor, et ça c'était bienvenu, surtout la scène donc, enfin la chanson s'il vous plaît, Ne me quitte pas de Jacques Brel au téléphone, putain efficace, là heureusement il n'y avait pas besoin de faire une mise en scène, vraiment très efficace. Je salue encore une fois le choix des chansons, après je peux comprendre, je pense que ça va plus parler peut-être aux personnes qui connaissent un petit peu ce répertoire un peu plus classique. Je pense, mais en même temps ça permet de faire découvrir, c'est très bien, surtout dans notre monde, hein, où là la musique ce n'est plus tout ce que c'est vraiment depuis 15 d'années, l'autotune vraiment à fond, qui prend plus en plus de place, les nouvelles générations qui découvrent ces musiques de merde, pas que l'autotune, hein, ce qu'on peut entendre, la soupe à la radio, c'est juste pas possible, donc rien que pour ça aussi, c'est bienvenu ce répertoire-là, donc merci Todd Phillips malgré tout. Et si je dois vous parler de ma scène préférée, je dois être le seul forcément à apprécier à fond cette scène, elle m'a ému, vraiment j'étais pas loin de moi de pleurer, ça m'a touché. La scène avec le personnage de Gary Puddles interprété avec brio encore une fois par Leg Gill, donc cette fameuse personne de petite taille, putain, là vraiment, rien que pour ça, comme je l'ai dit dans la partie sans spoiler, rien que pour ça ce film mérite d'exister, ce face à face avec Arthur. Ce jeu, putain, ça m'a touché, même là, quand j'y repense, enfin, j'en ai des frissons, parce que on ne pense pas assez, vraiment, au traumatisme des victimes, ou au traumatisme des témoins, comme il le dit, putain, je ne peux plus travailler. Le gars est reclus chez lui, tu comprends son traumatisme, putain, tu le comprends, enfin ouais, attention, hein, j'ai pas vécu, moi, un traumatisme ou autre, mais voilà, c'est ce qui s'appelle de l'empathie, ça c'est quelque chose, j'ai toujours pensé, on n'en parle pas assez plutôt que de se masturber et vraiment de faire toutes ces adaptations de merde là sur ces tueurs en série, c'est pour ça Phillips, j'applaudis vraiment pour le message qu'il fait passer, c'est intéressant, en tout cas moi ça me parle. Et donc cette scène, putain, hyper intéressante, hyper authentique, hyper touchante, tu pointes du doigt aussi là subtilement, quand il arrive en fait au tribunal, forcément avec ses démarches, t'entends vite fait des petits rires discrets. Là aussi, putain, ça pointe du doigt ces fils de pute. Alors au pire, on peut faire, je vais pas faire la bien-pensance, mais on peut faire par exemple
certaines private jokes quand on est entre potes, vous voyez ce que je veux dire. Mais devant quelqu'un, tu fermes ta gueule, tu ne te moques pas de lui ouvertement, ou même quand tu fais fils de pute, ce n'est pas discret, ça bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui le vivent. Je parle des personnes qui ont des pathologies, des handicaps ou autres. Donc rien que toutes ces 3 minutes, enfin peut-être 5 minutes je dirais, entre son arrivée, sa scène et son départ, hyper intéressante, ou même par moment il dit bah voilà, je pensais pas, enfin du coup ça m'a fait réaliser que j'étais sans défense, j'étais vulnérable, bref, je n'ai plus le dialogue exact, mais rien que pour cette scène, j'ai envie de revoir le film. Et ouais, je me le prendrai en Blu-ray forcément. J'ai envie de me le remater. Et je pense qu'on va finir cette critique un petit peu décousue, eh bien, avec la toute fin, qui se fait défoncer par beaucoup. Putain, j'ai l'impression de retrouver un petit peu les mêmes ressentis et les mêmes critiques que lors de la mort de James Bond dans No Time to Die. Putain, là, ce qui était intéressant avec ce James Bond-là, j'en avais aussi déjà parlé, Daniel Craig et son écriture, c'est que enfin, après toutes ces années, nous avons le véritable James Bond, des comics hyper intéressants. Donc là, en plus, tu accès un petit peu plus sur le personnel, très intéressant, surtout Skyfall, qui reste pour moi le meilleur de ces 5 films. Mais ça, c'est mon avis, de par sa photographie, sa réalisation, son écriture, son côté un petit peu austère, on va dire. Bref, là du coup, pour cette fin, oui, Arthur meurt, et quel est le souci, putain, c'est important, c'est réaliste, et là aussi tu pointes du doigt certains fans tarés, on pense forcément à qui? On pense à John Lennon, enfin sa mort, tu penses à ça entre autres, tu pointes de toute façon du doigt, tout le long du film, tous ces tarés vraiment qui font une fixette, et aussi j'en ai oublié d'en parler, mais oui, entre autres, les thématiques du 1, on les connaît, mais il y avait aussi la lutte des classes, entre autres, et là c'est intéressant de ne pas faire une redite. Non, même, on pointe du doigt aussi certains de ces pauvres ou de ces fanatiques. Comme on peut le voir, ça existe vraiment. Quand certains partis ou autres utilisent, ça peut être une réplique de film ou une chanson, pour leurs idées, alors que non, tu te rends pas compte que finalement Arthur, ouais, c'était peut-être un martyr, mais faut pas en faire un héros non plus. Voilà, faut pas juste être compatissant à sa cause. Enfin, c'est important aussi. Oui, bien sûr, de ce qu'il a vécu. Ça d'ailleurs, on le souligne très bien au tribunal. C'est important de revenir un petit peu sur son passé. Mais non, c'est finalement un meurtrier, même si bien sûr la scène chez Murray était ultra jouissive, disons-le dans le premier. Mais là, c'est important de ne pas l'encenser. Le mec a quand même fait des meurtres, hein. Voilà, c'est pas parce que soi-disant ça sert ta cause que voilà, faut l'encenser. Non, ça c'est très bien expliqué d'ailleurs. Donc du coup, bref, je me suis perdu. Mais tous ces fanatiques, voilà, ça pointe du doigt, ça c'est très intéressant, dont ce taré, qui devient donc un autre Joker, très bonne utilisation d'ailleurs avec la chanson, entre autres les thématiques du père et du fils. Et ce qui est très bon, putain, c'est que donc, on a commencé à voir Arthur la première fois, on l'a découvert, dans la première scène, la toute fin de la première scène dans Joker, cette position où il était à terre, il s'était fait défoncer là, quand on lui avait piqué sa pancarte, excellent d'ailleurs, putain, c'est une des meilleures photographies, un des meilleurs cadrages pour moi dans le monde des adaptations de super-héros, mais bref. Et là donc, tu finis pareil, exactement la même position, voilà, et en fond, et en plus le focus n'est pas fait dessus, alors donc vous voyez là, c'est comme s'il y avait l'écran, d'accord, une toute petite partie seulement comme ça qui n'est pas, le focus n'est pas fait sur lui, donc ce fameux tueur, ce fameux fan qui était aussi détenu et qui se fait ce fameux sourire de l'ange ou sourire de Glasgow intéressant avec son rire. Et, enfin moi ça m'a fait quelque chose. Et ce qui est très drôle, c'est que certains pensent que ça fait un lien avec le Joker de Ledger. Alors on se rend bien compte, on l'a bien vu depuis le premier opus que ce n'est pas du tout le même univers, le même Gotham. Ne serait-ce qu'en pensant au Wayne, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une succession, puisque depuis le début, certains n'ont rien compris que non, c'est une réécriture, ce n'est pas ce vrai Joker. Et pour parler une dernière fois du Joker de Ledger, souvenez-vous de ce qu'il disait dans The Dark Knight. Lui, il n'aimait pas les armes à feu, il préférait souvent tuer au couteau, entre autres, c'est dans les derniers instants d'une personne qu'elle se révèle vraiment. C'est ce qu'on voit justement avec Arthur. Alors là, ce n'est pas parce que Phillips a fait un lien, mais ça m'y fait penser et c'était très intéressant de voir ça. Souvenez-vous, quand Arthur se fait poignarder, comment il réagit, sa voix,
son langage corporel. C'est le véritable Arthur, celui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire ce côté enfantin. Et ça, c'était vraiment plus que bienvenu de savourer ça et de nous montrer, voilà, qui est Arthur. Il a toujours été ce petit enfant-là, souvent malmené, martyr, malgré les meurtriers, et bien sûr, on n'oublie pas, ça c'est clair et net, mais voilà, il quitte ce monde en étant ce qu'il est réellement. Vraiment, j'ai trouvé l'idée excellente, et en plus, voilà, là tu fais une véritable conclusion, comme ça on sait qu'on ne va pas tirer sur la corde, et rien que pour ça, Todd Phillips aussi, merci, voilà, tu conclus vraiment cet arc, et c'est comme ça. Moi de toute façon, mes deux souhaits que je souhaitais pour la fin, c'était soit qu'il se fasse baiser par Lady Gaga, très clairement, ce qui est un peu le cas, du coup il se fait manipuler par elle, très intéressant, ou je voulais soit que Arthur il meurt, finalement il y a eu un peu les deux. Voilà, moi du côté de certaines de mes attentes, en tout cas pour ça, pour la fin, je suis comblé. Et pour revenir au personnage de Harley Quinn, là aussi c'est intéressant parce que tu inverses un peu cette fameuse relation, et s'il y en a qui trouvent ça haché, non seulement c'est un Elseworld, je le redirai 10 000 fois, c'est important dans la réécriture de pas suivre des sentiers battus, sinon aucun putain d'intérêt, mais surtout, ça prend exemple sur ce fameux jeu vidéo, Batman Telltale, enfin le second opus en tout cas, où c'était l'inverse pareil, Joker c'était quelqu'un de plus influençable, et Harley Quinn c'est elle qui manipulait cette Harley Quinn de ce jeu là. Batman Telltale, je vais en reparler parce que c'est bien beau de parler de la trilogie Arkham, de toute façon on parle toujours du conventionnel, même si attention, je dis conventionnel, mais Arkham a fait beaucoup de bien à Batman, même aux jeux vidéo, voilà je suis d'accord, mais on ne parle pas assez de Batman Telltale, qui avait une écriture encore plus couillue, une écriture de Elseworld, très clairement c'est ce que c'était. D'ailleurs Matt Reeves s'était inspiré de ça pour The Batman, mais il n'a pas été au bout. Par exemple, que putain, oui, les Wayne étaient des putains de pourris dans le jeu Batman Telltale. Et ça, Reeves, il a à peine effleuré. T'avais l'impression que finalement, il a pas assumé ce côté-là de cette adaptation. Enfin bref, là, c'est un autre sujet. Donc, voilà, malgré tout, merci, même si je suis déçu, très clairement, en dessous, encore une fois, putain, le premier, oui, se suffit à lui-même, mais tu as fait passer quelques messages intéressants, tu nous proposes une bonne photographie, tu nous proposes un beau répertoire, voilà, en dessous, mais c'est pas dégueulasse, comme la plupart des films de super-héros. Rien que pour ça, merci pour cette audace. Il faut saluer l'audace, bordel de merde. C'est important. En même temps, je serais un putain d'hypocrite de cracher sur ce film, puisque Dagobah Taverne est devenue la taverne résistante de Ferris, qui défend les trop rares encore propositions d'auteurs, les films audacieux, enfin propositions audacieuses. Là, ça se compte sur les doigts de la main. Et encore, voilà, à part The Batman, même si le scénario, voilà, que je trouve assez décevant, même si le traitement est intéressant, c'est surtout la photographie vraiment dingue de Greg Fraser, ce qu'ils ont fait avec les focales, excellent. Voilà, Joker, premier du nom. The Penguin aussi là, au moins c'est bien, ça met tout le monde d'accord. Et ce Joker, folie à deux. Voilà, vous voyez en dessous, mais bon, je préfère ça. Je préfère ça, et j'ai d'ailleurs hâte de le revoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais j'avais besoin de... Désolé si je me suis un peu... Enfin, énervé, oui, mais en même temps, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Enfin, je n'aime pas à être désolé parce que ça a toujours été le gros point de cette chaîne, le fait d'avoir du franc-parler. Moi, je ne demande pas à mettre tout le monde d'accord, je ne demande pas des likes, des abonnements, des partages, contrairement à tous ces YouTube Games qui me cassent encore une fois de plus en plus les couilles, surtout avec ce que je vois encore une fois avec leurs miniatures de merde. Là, franchement, ça me casse les couilles, les pseudo-critiques. Enfin bref, c'est comme ça. Sinon, si vous voulez un avis négatif bien construit, eh bien regardez la chaîne du connard. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Très intéressant. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur tous ces points, au moins il argumente. Voilà, tant qu'il y a des arguments, il n'y a pas de souci. Et je leur dis, s'il y en a qui ont un petit problème, non, je ne pointe pas du doigt le fait qu'on dise des choses négatives sur ce film. L'important est encore une fois les arguments, et ça manque, et ça manquera toujours, mais là en même temps, bon, fallait s'y attendre à un film comme ça. Enfin bref, voilà, j'ai un peu trop parlé, voilà, je ferme ma gueule, je n'ai plus rien à dire, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ciao.